Dans cette vidéo, nous allons conclure le cours que nous avons commencé sur les variables aléatoires. Je vous rappelle que dans une première vidéo, nous avons abordé des considérations générales, mais finalement fait peu de mathématiques, et dans cette deuxième vidéo, nous allons voir un cours un petit peu plus classique sur les variables aléatoires. Le plan de la vidéo est le suivant. Nous verrons dans un premier temps ce qu'est la loi d'une variable aléatoire, ensuite nous parlerons des événements liés à une variable aléatoire, nous parlerons des lois usuelles, et dans un dernier temps, nous résolverons un exercice classique de ce genre de leçon. Grand 1, loi d'une variable aléatoire. Alors je vous rappelle que dans la vidéo précédente, nous nous étions demandé qu'est-ce qu'une variable aléatoire. On avait vu l'exemple d'une expérience qui n'est pas aléatoire, c'est-à-dire une expérience où on lançait une balle et on se demandait le temps de vol de la balle en fonction de la vitesse initiale de la balle. On avait vu que dans ce cas-là, les lois de la physique nous permettent de trouver une formule qui n'est pas très compliquée pour déterminer le temps de vol de la balle en fonction de la vitesse initiale. En revanche, si on reproduisait l'expérience avec une pièce et qu'on notait le résultat de la pièce, c'est-à-dire pile ou face, alors là c'était beaucoup plus compliqué d'établir une expression littérale qui donnait le résultat de la pièce en fonction de la vitesse initiale de la pièce. On sait que cette fonction existe puisque les lois de la physique sont déterminées, mais il est difficile de la trouver, et puis de toute façon, on n'a même pas envie de la trouver parce que quand on lance une pièce à pile ou face, on ne s'intéresse finalement pas à savoir le lien entre le résultat et la vitesse initiale, on veut juste savoir que, avec probabilité 0,5, on atteint la valeur 0, c'est-à-dire pile, et avec probabilité 0,5, on atteint la valeur 1, c'est-à-dire face. On peut donc établir ce tableau-là, et ce tableau, c'est justement ce qu'on appelle la loi de la variable aléatoire. Alors on va définir ce terme. La loi d'une variable aléatoire, c'est le tableau qui donne toutes les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire, ainsi que la probabilité que chacune des valeurs soit atteinte. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que quand on modélise une expérience physique qui est déterministe, c'est-à-dire qui n'est pas aléatoire, on utilise souvent une fonction. Et vous vous souvenez que dans les cours de mathématiques, en fait, une fonction, si on n'a pas son expression littérale, on ne peut rien faire avec. Donc l'expression littérale, elle a un lien très très fort avec la fonction. Et bien c'est pareil pour la variable aléatoire. La variable aléatoire, on n'a pas son expression littérale, et en revanche, on a sa loi. Et donc la loi, c'est vraiment ce qui est très important pour cette variable aléatoire. C'est vraiment un lien très très fort entre les deux, qui va nous permettre de faire des calculs. On va regarder un exemple. Jacob et Johan jouent à pile ou face avec une pièce parfaitement équilibrée. On va dire que si la pièce tombe sur pile, Jacob donne 1 euro à Johan. Si la pièce tombe sur face, Johan donne 1 euro à Jacob. On va donc noter x la variable aléatoire qui donne le gain net de Jacob et y la variable aléatoire qui donne le gain net de Johan. Déterminer les lois de x et y. Alors pour déterminer la loi d'une variable aléatoire, il y a deux choses à faire. Première chose, il faut lister toutes les valeurs que cette variable aléatoire peut prendre. Et deuxième chose, il faut associer une probabilité à chacune de ces valeurs. Dans notre exemple, la loi de x va être la suivante. Elle va prendre deux valeurs, moins 1 et 1, puisqu'en effet, soit la pièce tombe sur pile, soit la pièce tombe sur face, et dans un cas, il y a un des joueurs qui va perdre 1 euro et l'autre qui va gagner 1 euro, ou alors c'est l'autre joueur qui perd 1 euro, mais dans tous les cas, les deux variables aléatoires ne peuvent prendre que deux valeurs, moins 1 et 1. Et dans les deux cas, la valeur moins 1 est prise avec probabilité 0,5, et la valeur 1 avec 0,5 aussi. Ce que je vous fais remarquer dans cet exemple, c'est que x et y, foncièrement, elles sont complètement opposées. C'est-à-dire que quand x prend la valeur moins 1, c'est-à-dire quand Jacob perd 1 euro, et bien forcément, Johan gagne 1 euro. Donc quand x prend la valeur moins 1, y prend la valeur 1. Et réciproquement, quand x prend la valeur 1, y prend la valeur moins 1. Ça veut dire que x et y, elles sont complètement différentes. Elles sont des sortes d'opposés. Quand l'une va prendre une valeur, l'autre va prendre l'autre. Et pourtant, elles ont la même loi. Donc ça, c'est une remarque assez importante, c'est que deux variables aléatoires peuvent ne pas être égales, mais avoir la même loi. Donc dans notre cas, x et y, elles n'étaient pas égales, elles étaient même complètement opposées, mais elles avaient la même loi. Ensuite, une remarque très importante, c'est que la somme de tous les nombres écrits dans la ligne du bas doit être égale à 1. On va se regarder un autre exemple. On prend une urne qui contient 10 boules, 6 rouges, 3 bleues et une verte. Alors, on va faire un jeu où on mise 1 euro pour jouer. Et on se dit que si on tire une boule rouge, on perd notre mise. Ça fait un gain net de moins 1 euro. Alors, ce qu'on appelle gain net, ça veut dire que c'est un gain qui peut être négatif. Donc, si vous perdez 1 euro, on dit que votre gain net est de moins 1 euro. Si on tire une boule bleue, on gagne 2 euros. Donc, ça vous fait un gain net de 1 euro, parce que vous avez dû miser 1 euro pour jouer.
Et si on tire une boule verte, on gagne 5 €, soit un gain net de 4 €. Si on vous demande de modéliser cette situation à l'aide d'une variable aléatoire, on va vous demander donc 3 choses. La première chose, c'est de faire une phrase où vous allez donner un nom à votre variable aléatoire et expliquer ce qu'elle est. Donc on va vous demander par exemple d'écrire ça. On note x, la variable aléatoire qui donne le gain net après une partie. Et ensuite, la deuxième et la troisième chose, c'est qu'on va vous demander la loi de x. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour trouver la loi de x, il nous faut 2 choses. Première chose, trouver toutes les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Deuxième chose, associer une probabilité à chacune de ces valeurs. Donc là, on va avoir 3 valeurs possibles, puisqu'on a 3 gains nets possibles, moins 1, 1 et 4. Donc on va écrire dans notre première ligne k et les 3 valeurs possibles de la variable aléatoire, c'est-à-dire moins 1, 1 et 4. Dans la deuxième ligne, on va associer les probabilités associées à chacune de ces valeurs. Donc pour moins 1, pour perdre 1 €, il faut tirer une boule rouge. Or, des boules rouges, il y en a 6 sur 10 boules au total. Donc la variable aléatoire x, elle va prendre la valeur moins 1 avec probabilité 6 sur 10. Pour gagner un gain net de 1 €, il faut tirer une boule bleue, et comme il y a 3 boules bleues parmi 10, on va obtenir 3 sur 10. Et pour gagner 4 €, il faut tirer une boule verte, mais il n'y en a qu'une sur 10, donc on va obtenir 1 sur 10. Voilà, donc quand on vous demande de modéliser une situation à l'aide d'une variable aléatoire, on vous demande en fait de faire ces 2 phrases et ce tableau. Et je vous fais remarquer avant de passer à autre chose, c'est que là on regarde qu'on a effectivement la somme de ces 3 probabilités qui est égale à 1. 6 sur 10 plus 3 sur 10 plus 1 sur 10, ça fait 10 sur 10, soit 1. Et donc on a bien une somme qui est égale à 1. Grand 2, événement lié à une variable aléatoire. Alors on va reprendre l'exemple qu'on vient de voir, c'est-à-dire la variable aléatoire x qui modélise le gain net du joueur quand il tire une boule. Maintenant on va se demander quelle est la probabilité que le joueur ait un gain net de 4 €. Alors notre but, ça va pas être de répondre à cette question, mais ça va être de constater que, dans ce qu'on faisait jusqu'à présent, la rédaction était compliquée, parce que du coup on devait écrire probabilité que, entre guillemets, le joueur a un gain net de 4 €, ou alors comme il s'agit de boules vertes, probabilité que le joueur tire une boule verte, c'était long à écrire. Et bien un des avantages des variables aléatoires, c'est que ça va nous permettre de faire des rédactions beaucoup plus concises. Puisque si x, là, modélise le gain net du joueur, et pour que le joueur ait un gain net de 4 €, il faut x soit égal à 4. Et on va tout simplement écrire p que x est égal à 4. Voilà à quoi servent les événements liés à une variable aléatoire, ça va beaucoup nous servir à réduire la rédaction dans des exercices de probabilité. Donc on va définir ce que c'est que ces événements. Donc l'événement x égale k, ça va tout simplement être égal à l'événement. La variable aléatoire x prend la valeur k. Et pareil pour x inférieur ou égal à k, c'est égal à l'événement, la variable aléatoire x prend une valeur inférieure ou égale à 4. Etc., etc. Voyons sur un petit exemple ce genre d'événement. Donc on va lancer un dé à 6 faces parfaitement équilibré et on note la face montrée par le dé. On va supposer qu'on vous pose 3 questions. La première, c'est de modéliser cette expérience à l'aide d'une variable aléatoire x. La deuxième, ça va être à l'aide de la variable aléatoire x d'exprimer l'événement, le résultat du dé est strictement supérieur à 2. Et enfin, de calculer la probabilité que cet événement arrive. Donc pour modéliser la situation avec une variable aléatoire, je vous rappelle qu'il faut écrire 2 phrases et un tableau. Donc la première, c'est de dire que la variable aléatoire x, on va décrire ce qu'elle fait. C'est-à-dire que là, elle va modéliser le résultat du dé. Et on va préciser la loi de x, donc qui va être donnée par le tableau suivant. Et voilà, la variable aléatoire x, elle peut prendre 6 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et chacune de ces valeurs est atteinte avec probabilité 1/6. Donc on obtient le tableau de valeurs ici. Et là, on va voir que c'est très simple, du coup, d'écrire cet événement qui avant était très long à écrire. Le résultat du dé est strictement supérieur à 2. En fait, c'est tout simplement égal à l'événement x strictement supérieur à 2. Maintenant, pour calculer la probabilité que x soit strictement supérieur à 2, on va regarder le tableau et regarder quelles sont les cases qui nous intéressent. Alors c'est de là non, puisque là on est dans un cas où on n'est pas strictement supérieur à 2. En revanche, les 4 dernières, oui. Pour que la variable aléatoire x soit strictement supérieure à 2, il faut qu'elle soit égale à 3, soit à 4, soit à 5, soit à 6. Donc cet événement est égal à l'événement x égale 3, union x égale 4, union x égale 5, union x égale 6. Et comme ces événements sont disjoints, on va pouvoir faire la somme, c'est-à-dire qu'on va obtenir 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, soit 4 sur 6, soit 2 tiers. Je vais faire une remarque sur le calcul que je viens de faire. On a le droit de faire des unions et des intersections avec ces événements. Donc par exemple, si je veux dire le dé tombe sur 1 ou sur 6, je vais dire que c'est l'événement x est égal à 1, et comme là on a un ou, ça va se traduire en probabilité par une union, donc union, et l'événement x égale 6, on obtient donc x égale 1, union, x égale 6. Pour les intersections, c'est pareil, le dé a un résultat strictement supérieur à 1 et strictement inférieur à 6. Là, on a l'événement x strictement supérieur à 1, et comme on a un et, en probabilité, ça va se traduire par
une intersection avec l'événement x strictement inférieur à 6. Voilà. On peut aussi faire des événements contraires, hein, donc on peut utiliser des complémentaires d'événements, c'est-à-dire des événements avec une barre au-dessus. Grand 3, loi usuelle. Les lois usuelles, c'est un petit peu comme les fonctions usuelles. Donc maintenant, vous faites des mathématiques depuis un petit moment, et vous avez dû en voir beaucoup des fonctions usuelles. Donc par exemple, vous avez les fonctions affines, la fonction carrée, les polynômes. Tout ça, c'est des fonctions qu'on a énormément l'habitude d'utiliser, donc on a fini par leur donner un nom. Et c'est pareil pour les variables aléatoires, il y en a dont on se sert tellement souvent qu'on leur a donné un nom. Alors pour les fonctions, vous avez dû apprendre, la première fois que vous avez vu les fonctions, qu'on peut représenter une fonction comme une sorte de petite machine qui transforme des nombres comme ça en autres nombres. Donc là, par exemple, la fonction carrée, elle transforme 1 en 1, 2 en 4, 3 en 9, etc., etc. Eh bien, une variable aléatoire, on va plutôt la représenter comme à nouveau une boîte, mais cette fois avec un petit bouton. Donc il n'y a pas de nombre qui va rentrer, par contre il y a un nombre qui va sortir à chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton. Donc par exemple, si vous avez la variable aléatoire qui représente un lancer de dés, donc vous allez avoir une variable aléatoire qui va vous sortir des nombres de 1 à 6, et qui va vous les sortir avec probabilité 1 sur 6 à chaque fois. Alors c'est du hasard, donc vous avez possibilité de sortir plusieurs fois les mêmes nombres de suite. Et on va donc se servir de cette modèle de la boîte pour expliquer certaines variables aléatoires. Alors la loi la plus importante, c'est la loi de Bernoulli. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi de Bernoulli de paramètre p, où p est un nombre entre 0 et 1, si et seulement si sa loi est donnée par le tableau ci-dessous. Alors il y a deux choses qui sont importantes, c'est que la loi de Bernoulli, elle prend que deux valeurs, 0 et 1. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va prendre la valeur 1 avec probabilité p, et du coup forcément, elle va prendre la valeur 0 avec probabilité 1 moins p. Donc si on reprend notre modélisation avec des boîtes, qu'est-ce que c'est une variable aléatoire de Bernoulli? Et bien c'est une boîte comme ça, comme la précédente avec un bouton, mais cette fois vous pouvez régler la valeur de p là. Donc si vous prenez la valeur de p égale à 0,5 comme ici, ce que votre variable aléatoire va vous faire, c'est qu'elle va vous sortir que des 1 ou des 0, et chacun avec probabilité 0,5. Donc si vous appuyez dessus assez souvent, vous allez obtenir des 0 et des 1 dans une proportion à peu près égale. Mais vous pouvez tourner le bouton. Donc vous pouvez le régler sur n'importe quelle valeur. Et si par exemple vous le mettez sur 0, ce que vous allez obtenir, c'est une variable aléatoire qui vous donne des valeurs 0 ou 1, mais qui va vous donner la valeur 1 avec probabilité 0. Donc forcément, elle va vous donner la valeur 0 avec probabilité 1. Donc si vous appuyez sur de l'aléatoire, elle va vous sortir que des 0 à chaque fois. Si vous décidez de mettre le réglage sur 1, maintenant elle va vous sortir 1 avec probabilité 1 et 0 avec probabilité 0. Donc vous allez obtenir une boîte qui vous sort des 1 comme ça, avec probabilité 1 à chaque fois. Mais vous pouvez faire n'importe quel réglage, donc si vous mettez le réglage sur 0,2, vous allez obtenir une variable aléatoire qui va vous produire des 1 et des 0, mais des 0 beaucoup plus souvent, parce qu'il va les produire avec probabilité 0,8 et les 1 avec probabilité 0,2. Une autre loi qui est très utile, c'est la loi uniforme. Donc on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi uniforme sur 1, 2, etc. jusqu'à n, si et seulement si sa loi est donnée par le tableau ci-dessous. Donc en fait, la variable aléatoire peut prendre toutes les valeurs de 1 à n, et c'est uniformément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur qui est prise avec plus de probabilité que les autres, elles sont toutes prises avec probabilité 1 sur n. Un exemple assez classique, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Si vous lancez un dé à 6 faces, c'est modélisé par une variable aléatoire uniforme sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque vous pouvez prendre toutes les valeurs de 1 à 6 et que chacune de ces valeurs est atteinte avec probabilité 1 sur 6. On va maintenant voir un exercice typique. Donc on regarde une joueuse de tennis qui s'entraîne au service. On suppose qu'à chaque service, elle a une probabilité P égale 0,8 de réussir son service. Elle sert 3 fois de suite de manière indépendante. On va noter X et la variable aléatoire qui compte combien de services elle a réussi. Les 3 questions qu'on vous pose sont modéliser ce schéma de Bernoulli à l'aide d'un arbre de probabilité. La deuxième, c'est d'exprimer l'événement, elle réussit exactement 2 services en utilisant la variable aléatoire X. Et la dernière, c'est de calculer la probabilité de cet événement.
Alors, pour représenter l'arbre, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Vous avez un schéma de Bernoulli où, à chaque branche, vous pouvez soit aller vers le succès avec probabilité 0,8, soit vers l'échec avec probabilité 0,2. Et comme vous faites 3 services, vous avez un arbre à 3 étages, 1, 2 et 3. Maintenant, l'événement, la joueuse réussit exactement 2 services. On va devoir l'écrire à l'aide de la valeur aléatoire x. Mais en fait, c'est assez simple, puisqu'on a dit que x comptait le nombre de services réussis. Donc, pour que la joueuse réussisse exactement 2 services, il faut que x soit égal à 2. Donc, l'événement, il est égal à x est égal à 2. Maintenant, pour calculer la probabilité que x soit égal à 2, il va falloir regarder le nombre de chemins qui mènent à 2 succès et 1 échec. Et bien, on va les compter, il y en a 3 en tout. Donc, il y a celui-là. Vous avez d'abord un succès, donc avec probabilité 0,8. Un autre succès, donc vous faites 0,8 fois 0,8, vous obtenez 0,8 au carré. Et un échec, 0,2, donc vous faites 0,8 au carré fois 0,2. Vous avez un deuxième chemin qui est, vous avez d'abord un succès, 0,8, puis un échec, 0,8 fois 0,2, puis à nouveau un succès, 0,8 fois 0,2 fois 0,8, on se retrouve à nouveau en fait avec 0,8 au carré fois 0,2. Il y a enfin un troisième chemin, qui est d'avoir d'abord un échec puis deux succès. Donc d'abord un échec, ça fait 0,2, puis deux succès, 0,8 fois 0,8. À nouveau, on se retrouve avec 0,8 au carré fois 0,2. Donc d'après l'arbre, la probabilité que x est égal à 2, et ben on va faire la somme des trois probabilités des trois chemins, et comme c'est les mêmes à chaque fois, et ben on va obtenir 3 fois 0,8 au carré fois 0,2, soit 0,384. On conclut l'exercice en faisant une jolie phrase, la probabilité que la joueuse réussisse exactement 2 fois son service est de 0,384. Voici les quelques éléments à retenir de cette vidéo. La première, c'est que variable aléatoire et loi, c'est deux choses qui sont inextricables. Si vous n'avez pas la loi d'une variable aléatoire, vous pouvez quasiment rien faire avec, et si vous devez modéliser un énoncé à l'aide d'une variable aléatoire, il faut que vous donniez la loi. La deuxième, c'est que la loi d'une variable aléatoire se présente sous forme d'un tableau, et que la somme des nombres écrits dans la ligne du bas doit être égale à 1. Enfin, nous avons vu comment créer des événements à l'aide des variables aléatoires, et nous avons parlé des lois de Bernoulli et de la loi uniforme qu'il faut apprendre par cœur. Nous allons donc passer maintenant à un exercice que je vous propose de faire chez vous. Si vous souhaitez le faire chez vous, je vous laisserai faire un arrêt sur image sur cette diapositive, parce que je vais donner la solution de l'exercice dans les 3 prochaines diapositives. Donc si vous voulez faire cet exercice sans avoir la correction, faites bien un arrêt sur image, et dans les 3 prochaines diapositives, vous aurez la solution. Je vous souhaite bon courage.